Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du podcast Fleur d'avocat par Lila Louise Maréchaux. Je dirige un cabinet de recrutement pour cabinet d'avocats, mais j'ai aussi une expertise sur des problématiques marketing, dont le positionnement. Et c'est aujourd'hui le sujet dont je voulais vous parler avec un épisode dédié que j'espère qu'il va être court, contrairement à d'habitude, dédié avec 3 schémas pour comprendre le positionnement. Globalement, j'aimerais avec ces 3 schémas vous faire comprendre pourquoi, le positionnement est important, et pourquoi c'est pas enfin, quel est le rationnel derrière, cette, injonction, cette invitation à vous positionner que je vous fais, que plein de personnes vous font, plein d'experts vous font, et peut-être sans comprendre, enfin, sans que vous en compreniez le rationnel, réel. Donc le premier schéma, c'est le schéma du résultat auquel on veut aboutir. Le résultat auquel on veut aboutir, c'est que globalement, entre deux notions, il y a une association d'idées qui se fasse de façon évidente. Et ces deux notions, ça va être globalement votre marque, qu'elle soit personnelle ou que ce soit la marque du cabinet. Et vous voyez que c'est déjà deux notions différentes. Donc moi, par exemple, je vais utiliser la marque Iris et Thémis, qui est la marque du cabinet de recrutement que je dirige. Et une autre notion qui est ce que vous faites. Donc par exemple, recrutement d'avocats. Et donc, on veut chercher cette association d'idées, c'est-à-dire on veut chercher le résultat qu'on vise, en tout cas que je vise avec Iris et Thémis, mais qui est aussi le résultat que je vous invite à viser pour vous-même, en tout cas si vous voulez avoir un cabinet d'avocats florissant, c'est que globalement, si on pense recrutement d'avocats, on pense Iris et Thémis. Et si on pense Iris et Thémis, on pense recrutement d'avocats. OK. Pourquoi est-ce qu'on veut aboutir à ce résultat? Ça paraît assez évident. L'objectif, c'est globalement de maximiser le fait qu'une personne, un avocat qui est en situation où il veut recruter, je veux que Iris et Thémis fassent partie des options qu'il considère. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, je veux recruter un avocat. Quelles sont mes options? Je peux publier une offre sur Village de la Justice. Je peux contacter Iris et Thémis et je peux contacter un autre cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur. Voilà, il y en a plusieurs et voilà. Mais l'idée, c'est que Iris et Thémis fassent partie de ces options qui lui viennent tout de suite en tête. Donc ça, c'est pour le client final. Et si ce n'est pas le client final, c'est je parle du fait que je veux recruter un avocat et autour de moi, il y a des gens qui disent « Ah, mais tu devrais contacter Iris et Thémis ». Pourquoi? Parce que Iris et Thémis, recrutement d'avocat, Iris et Thémis vient tout de suite dans la boucle. Et inversement, si on dit Iris et Thémis, on pense recrutement d'avocat, on ne pense pas, je ne sais pas moi, pizzeria quoi. Voilà. Mais le plus, j'ai presque envie de dire, le plus important, c'est quand même recrutement. On pense recrutement d'avocat, on pense à la marque. Sauf que pour aboutir à ce résultat, ça demande énormément d'énergie. Et ça demande énormément d'énergie pour une raison qui est très simple, qui est l'oubli, ou en tout cas si on prend en creux, qui est la quantité d'exposition à une idée et à une association d'idées qu'il faut pour que ça soit mémorisé et que ça reste en mémoire de façon durable. Ça demande énormément d'énergie et ça, c'est quelque chose qui est illustré par la courbe d'Ebbinghaus.
autrement appelée la courbe de l'oubli, que je vais vous dessiner dans un instant. Jusqu'où je peux descendre? Je peux descendre encore un peu. Ok. Donc, ça, c'est la rétention d'informations. Et ça, c'est le temps. Ok. Et vous avez, donc ça, c'est 100%. Et donc, vous avez ici 10 minutes. Un jour, une semaine, un mois, 6 mois. Et en fait, globalement, l'information, donc vous recevez une information, vous lisez une information, vous lisez un article dans un journal, vous voyez passer un post sur un réseau social, quelqu'un vous parle de quelque chose, voilà, vous êtes exposé à une information. Donc, pour reprendre l'exemple d'Iris et Thémis, vous voyez passer un post d'Iris et Thémis qui parle de recrutement d'avocats sur LinkedIn, où vous discutez de votre recrutement et vous avez quelqu'un qui vous dit ah ben tiens, tu devrais appeler Iris et Thémis. Ou vous avez vu une publicité pour Iris et Thémis dans un magazine professionnel de la profession. On ne fait pas de pub, mais ça pourrait être quelque chose qu'on fait. Ou vous allez à une conférence et puis on intervient et puis on dit qu'on fait du recrutement pour cabinet d'avocats. Bref, donc vous êtes exposé à l'association d'idées recrutement d'avocats / Iris et Thémis. Globalement, cette information, vous allez la retenir là pendant 10 minutes. Et si vous ne la notez pas, vous n'y êtes pas exposé à nouveau, etc., ça chute ici. Et ensuite, ça rechute comme ça. La courbe fait à peu près ça. Vous voyez? Donc ça, c'est la courbe de l'oubli. Donc 6 mois plus tard, les probabilités que si vous n'avez pas été réexposé à cette information, si vous ne l'avez pas noté quelque part, si voilà, vous vous souveniez que Iris et Thémis, enfin que pour votre cabinet pour votre recrutement, vous pouvez appeler Iris et Thémis, la probabilité est globalement nulle que vous vous en souveniez. Voilà. A priori, vous aurez oublié. En revanche, si vous êtes réexposé à cette idée, donc si vous êtes réexposé à l'association d'idées Iris et Thémis, recrutement d'avocats, Iris et Thémis, cette information, elle reste. C'est-à-dire que globalement, ça va faire comme ça. Alors, à chaque fois, vous avez un petit regain. Il y a une légère déperdition. Hein. En réalité, j'ai fait trop de déperdition par rapport au schéma. Mais bon. Ça, cet espace-là, c'est le gain de mémoire. Ok ? Mais c'est parce qu'il y a une réexposition. Et vous voyez que cette réexposition, à chaque fois que vous êtes réexposé à une idée, vous réaugmentez l'acuité sur l'information et ensuite ça rechute un petit peu
mais vous gardez quand même bien plus la connaissance s'ancre bien plus parce que vous avez été exposé aux mémoires, à l'information au fur et à mesure. Ça, ce schéma, c'est un schéma qui sert, que je trouve très éclairant pour expliquer qu'est-ce qui fonctionne en marketing, mais qui est aussi évidemment une préoccupation principale à avoir quand on est dans le secteur de l'éducation. Et que la question, c'est comment est-ce que non seulement on forme des gens, mais on fait en sorte que ce à quoi on les forme, ils s'en souviennent. Et donc, c'est ce qui fait, si vous avez des enfants qui sont à l'école, ou des ados, ou bref, qui sont à l'école, et même vous, dans votre propre formation continue, c'est ce qui fait que c'est plus efficace de relire régulièrement son cours pour mémoriser l'information que de faire un gros binge d'apprentissage par cœur la veille de l'examen. Parce que dans un cas, on va être fort pour l'examen, parce qu'on se situera globalement ici, même si on a déjà une déperdition assez importante après un jour. Mais bon, on aura bourriné. Donc, on va se situer à peu près ici, quoi. Versus si on a lu, relu le soir même après le cours, relu le lendemain, relu une semaine plus tard, etc., etc. Donc, ça marche dans les deux sens. Mais si on revient au sujet du positionnement et donc du marketing, ce que vous voyez là, c'est que en fait, répéter l'information, réexposer un public à une information, ça demande énormément d'énergie. Parce que la moindre exposition est une énergie déployée, soit parce que c'est une énergie, parce que c'est un espace publicitaire qu'on achète. Je ne sais pas, moi je pense par exemple dans le métro parisien, les matelas Teddy ou Teddy Bear, je ne sais plus comment s'appelle cette marque. En fait, si vous avez une campagne de publicité Teddy, éventuellement ça vous marque, mais ça vous marque beaucoup moins que si tous les 3 mois, ils font une campagne de publicité dans le métro. Et l'objectif de la répétition de cette campagne de publicité, c'est de ne pas tomber dans le vortex de l'oubli. Okay, et c'est exactement la même chose pour vous et pour votre positionnement. Et donc, cette campagne de publicité, la faire une fois, en fait, ça coûte de l'argent, mais la faire plusieurs fois, ça coûte de l'argent. Et là, je vous parle que de la publicité dans le métro, mais si Teddy veut être durablement connu de tous et une évidence pour l'achat d'un matelas, et globalement, ils vont sûrement aussi investir d'autres espaces publicitaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des salons de literie, que ce soit, bref, plein d'espaces publicitaires. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent parce qu'il faut acheter les espaces publicitaires, ça coûte de l'argent parce qu'il faut créer les publicités, ça prend du temps aux équipes. Donc, en fait, tout ça, c'est de l'énergie, pas que de l'argent, mais de l'énergie au global, du temps. Et si je transpose ça à votre activité d'avocat, en fait, quand bien même vous feriez votre publicité sur LinkedIn ou sur des conférences, ou via des conférences, ou parce que vous travaillez votre réseau et donc vous vous exposez auprès de votre réseau à qui vous passez subtilement le message de ce que vous faites, etc. Ça aussi, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie parce que c'est du temps que vous investissez à écrire et publier des posts LinkedIn. C'est du temps que vous investissez à aller déjeuner avec des confrères. C'est du temps que vous passez et peut-être de l'argent que vous investissez pour vous rendre à une conférence, peut-être intervenir à une conférence. Et donc, c'est de l'énergie. Et voilà. Donc, globalement, à chaque fois, il y a un déploiement d'énergie pour créer cette évidence que recrutement d'avocats, on appelle Iris et Thémis. Ou que financement j'ai un projet de financement, je suis une multinationale dans l'énergie, j'ai un projet d'investissement dans l'éolien, du coup j'ai besoin d'un avocat ou d'une équipe d'avocats pour sécuriser l'opération, à qui je pense. Et le fait que votre nom ressorte, financement, projet de ferme éolienne,
Ok, du coup, je pense à qui? Pour qu'il y ait un nom qui ressorte ici de façon évidente, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, du travail a été fait, du déploiement d'énergie a été fait, et ça, c'est tout le travail de business development, du déploiement d'énergie a été fait. Et je parle pour que ça ressorte dans l'idée de la personne qui doit considérer des options d'avocat, évidemment, de l'acheteur. Ça veut dire que de l'énergie doit avoir été déployée pour créer cette association d'idées. OK? Donc ça, c'est les deux premiers schémas. C'est l'association d'idées, qu'est-ce qu'on cherche à créer, et le déploiement d'énergie qu'il faut pour créer une association d'idées de façon durable, qui soit retenue par le public auprès de qui on veut être reconnu. On veut que cette association d'idées soit retenue. Et vous voyez ici que l'association d'idées, c'est pas un nom avec une catégorie qui répond à aucun besoin opérationnel d'un client, de style droit de l'énergie. Parce que droit de l'énergie, c'est trop flou. Même si quelqu'un qui fait du droit de l'énergie fait du financement de projets éoliens, en réalité, la personne qui cherche un cabinet d'avocats qui a un projet d'investissement dans une ferme éolienne et qui cherche un avocat pour accompagner le financement du projet, entre quelqu'un qui fait du droit de l'énergie et quelqu'un qui a sécurisé le positionnement sur financement de projet dans l'éolien, il y a plus de pertinence à aller vers la personne qui a sécurisé le positionnement sur le financement de projet dans l'éolien. Ok. Tout simplement parce que c'est plus précis par rapport aux mots-clés et à la problématique qui est rencontrée par l'acheteur à ce moment-là de sa vie. Donc ça, c'est les deux premiers schémas. Donc vous avez compris pourquoi est-ce qu'il faut déployer beaucoup d'énergie pour rester ce qu'on appelle top of mind, pour que cette association d'idées non seulement se fasse, mais reste. Et maintenant, on en vient au troisième schéma. Et ce troisième schéma, c'est simple, c'est celui de la dilution de l'énergie. Globalement, vous avez tous une énergie qui, à un instant T, est limitée. Je dis à un instant T parce que, évidemment, rien de tout ça n'est figé dans le temps. C'est-à-dire que si j'ai 10 euros aujourd'hui, ça ne prédétermine pas que je n'aurai que 10 euros demain. Je peux avoir 10 euros aujourd'hui et 10 000 euros demain. Et je peux avoir 10 000 euros aujourd'hui et 200 000 euros dans 2 ans. Donc, c'est une énergie qui est limitée, mais qui est limitée à un instant T. OK? Donc, mettons que ça, c'est l'énergie dont vous disposez. On va dire que vous avez 10 000 unités d'énergie. Et je parle d'unités d'énergie parce que l'énergie, globalement, vous avez deux grandes catégories que sont l'argent et le temps. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres typologies de ressources, mais les deux grandes ressources principales, c'est quand même globalement soit l'argent, soit le temps. Soit vous avez de l'argent qui vous permet d'investir dans des trucs qui vous permettent de gagner du temps. Vous allez aller plus vite grâce à l'argent, soit vous avez du temps qui va permettre en investissant en temps, vous pouvez compenser le fait de ne pas forcément avoir du cash. Dans un monde idéal, vous avez et du temps et de l'argent parce que ça vous laisse plus de marge de manœuvre. Mais voilà, donc je parle en unité d'énergie. Vous pouvez vous dire que 10 000, vous n'avez pas une thune, mais par contre, vous avez 10 000 heures à votre disposition.
Et puis peut-être que vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas vraiment de temps, ou vous avez 2000 heures à votre disposition, mais par contre, vous avez 8 000 € que vous pouvez investir. Bref, unité d'énergie, OK, à investir. Bon, ben, si vous utilisez vos 10 000 unités d'énergie pour communiquer sur le financement de projets dans l'éolien, c'est pas la même chose que si vous utilisez ces mêmes 10 000 €, donc mettons que c'est à peu près équivalent en termes de taille, ces mêmes 10 000, où vous allez parler, vous allez en mettre 2500 dans financement projet éolien, finance pareil hydrogène, solaire et minier. Et peut-être que vous savez faire tout ça, c'est juste que à chaque fois, vous introduisez une notion différente. Et donc un mot-clé différent. Et vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur la courbe d'Ebbinghaus, autrement appelée la courbe de l'oubli. En fait, du coup, même si pour vous, c'est une notion connexe, parce que ça reste un projet dans le secteur de l'énergie, c'est une nouvelle association de concepts, c'est une nouvelle association de mots. Votre nom ou le nom de votre cabinet avec pas juste financement de projet, mais financement de projet éolien, hydrogène, solaire, minier. Et donc, vous avez une dilution de votre force de frappe, parce que forcément, si vous passez 10 000 unités à rabâcher, à parler de ça, vous avez plus de rappels, vous créez plus de rappels et donc d'ancrage mémoriel que si vous n'en dédiez que 2500. Donc ça, c'est 2500. C'est un quart de 10 000. Vous n'avez juste pas la même force de frappe. Et donc, vous avez aussi potentiellement pas vous bénéficiez pas des mêmes résultats derrière. Donc, en fait, le problème, c'est un problème de dilution de l'énergie. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que la psychorigidité autour du positionnement, elle dépend des ressources que vous avez à votre disposition. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que si vous avez 10 000 € et que vous voulez générer une activité, que pour le moment, vous avez un dossier par-ci, par-là, mais vous n'êtes pas encore une évidence sur les problématiques de projet éolien, eh bien, vous allez vouloir être all-in là-dessus parce que vous voulez absolument que ça tourne, que cette partie-là d'activité tourne et être une référence sur les projets éoliens. Donc, vous allez être all-in et vous allez parler vous allez avoir un positionnement hyper focus, financement de projets éoliens. Et ce focus conduit à ce que en fait, ça porte ses fruits, félicitations. Et bon, du coup, c'est pas du tout proportionnel, mais peu importe. Et en fait, désormais, on est 1 an ou 2 ans plus tard, vous avez plus 10 000 unités
à investir dans le développement de votre activité, vous en avez 100 000. Vous avez 100 000 unités d'énergie. C'est déjà pas la même chose. Bon, ben, dans ces 100 000, du coup, en fait, vous pouvez vous permettre de continuer. Donc, vous avez deux choix. Soit vous continuez à être all-in dans l'éolien, et peut-être que du coup, dans 2 ans, ce n'est pas 100 000 unités que vous aurez à disposition, mais c'est 1 million que dans l'éolien. Ce qui est une hypothèse, hein, de continuer sur un positionnement hyper focus, même si du coup vous poursuivez dans un gros risque dans un gros risque, vous poursuivez, enfin voilà, plus on a un positionnement unique, plus on est risqué parce que du coup on est associé à projet éolien, mais si l'éolien se casse la gueule, et ben personne ne pense à nous pour du minier par exemple, alors que c'est le minier qui monte. Et puis, vous pouvez aussi vous dire, OK, maintenant, j'ai une base qui tourne, j'ai une réputation qui est faite sur un actif, j'ai une base qui tourne, j'ai une équipe qui est là, j'ai décuplé mon énergie disponible pour pouvoir investir dans le développement de mon entreprise, de mon activité, et donc, je vais aussi le faire en dérisquant. Donc, globalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à dédier une partie de votre activité à l'éolien. Et puis, vous allez investir. Donc, mettons que ça, c'est 25 000. Et puis, vous allez vous dire, OK, je veux me dérisquer et je sens que l'énergie qui monte, c'est le solaire. Et donc, je vais investir 75 000 unités d'énergie dans le fait de me faire connaître sur le solaire. Le financement de projets dans le solaire. Et donc là, vous diversifiez votre positionnement. Mais vous diversifiez votre positionnement à partir de ressources qui vous permettent de le faire. Parce que globalement, vous avez déjà des résultats, il y a un truc qui tourne ici, vous l'entretenez. Et souvenez-vous de la courbe des Bigas où en fait, au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'autant d'intensité et de répétition de l'information pour que la mémorisation de l'information soit haute. S'il y a eu toutes ces répétitions au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de relire toutes les semaines, être réexposé à l'information une fois tous les 3 à 6 mois, ça suffit. Donc, vous pouvez capitaliser sur ce qui a déjà été fait, vous continuez à investir dedans pour pas disparaître de la mémoire des gens. Et vous avez assez de ressources pour vous diversifier. Parce que vous avez plus de temps disponible, parce qu'en fait, comme ça tourne vachement bien ici, vous avez une équipe qui vous a largement déchargé de plein de choses dans la gestion des dossiers. Et donc, vous avez plus de temps pour faire du réseautage, aller à des conférences, vous exposer sur LinkedIn, voilà, juste tout ce qui fait que du BD. Et puis, vous avez peut-être aussi beaucoup plus d'argent à investir dans votre BD pour des publicités dans des espaces, avec des décideurs, des juristes, des directeurs juridiques dans les entreprises qui interviennent sur les projets dans les énergies renouvelables. Avec de l'événementiel haut de gamme, avec, j'en sais rien, moi, bref, tout ce qui fait que globalement, des choses à acheter en termes de BD. Vous avez aussi plus d'argent pour le payer, alors que au démarrage, vous l'aviez pas forcément. Donc, vous pouvez à la fois dédier plus de temps et ou plus d'argent en fonction de comment vous avez structuré votre activité. Mais vous voyez que la question se pose pas de la même manière en fonction de l'énergie de démarrage. Évidemment, là, je pars avec 10 000 unités d'énergie, mais on pourrait se projeter dans un tout démarrage d'activité. Vous n'avez pas une thune et en fait, la seule chose que vous avez, c'est un peu de temps. Et en fait, vous en avez un peu, mais pas tant que ça, parce que du coup, vous prenez aussi un peu de dossiers à droite à gauche pour vous alimenter. Donc, vous n'avez ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'argent.
vous fonctionnez à ressources extrêmement restreintes. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous soyez extrêmement focus sur vos ressources pour qu'elles puissent porter leurs fruits, pour qu'elles puissent donner des résultats. Donc, c'est ce sur quoi je voulais globalement terminer cette vidéo. Souvent, le positionnement, en tout cas, moi, souvent, j'aborde le positionnement du prisme de il faut avoir un positionnement hyper sharp et minimaliste. Et c'est aussi parce que dans mon activité de conseil sur les problématiques de positionnement, mes interlocuteurs sont des personnes qui sont plutôt dans la phase où ils sont entre 1000 et 10 000 unités de temps, quoi. Unités d'énergie. Globalement, c'est des avocats qui ont démarré leur propre activité il y a 1 ou 2 ans, leur cabinet il y a 1 ou 2 ans et qui sortent la tête du guidon et se disent « Ok, comment est-ce que je fais de manière un peu plus smart ?» C'est des collaborateurs qui veulent démarrer leur activité de développement d'activité, enfin qui veulent démarrer les démarches de développement de clientèle, pardon. Mais on est plutôt dans une phase de début d'entrepreneuriat dans les premières années, quoi. 1, 2, troisième année. Et donc, les ressources, la plupart du temps, sont assez limitées. Elles sont encore limitées. Évidemment, la question se pose un petit peu différemment quand on a beaucoup plus de moyens à disposition, que ce soit plus de temps ou plus d'argent. Bernard Arnault, il n'a pas besoin d'avoir un positionnement hyper sharp. Il fait dans le luxe, il investit dans le luxe, il a sûrement plein d'investissements qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais parce que, en fait, c'est lui plus toutes ses équipes, le temps de toutes ses équipes pour identifier des deals, pour les négocier, et lui, en fait, et sans parler de ses finances qui lui permettent d'investir dans plusieurs projets à la fois parce qu'il a plus de temps, parce qu'il a son temps plus celui de ses équipes, et à la fois parce qu'il a plus d'argent pour investir dans plusieurs projets à la fois. Il faut un peu voir le truc de la même manière. Il peut se permettre cette diversification d'investissement dans des projets parce que, en fait, aujourd'hui, il a une quantité d'énergie à investir dans ces différents projets qui n'est pas du tout la même que celle d'un entrepreneur qui commence tout juste sa première entreprise ou sa première entreprise ou son premier projet entrepreneurial. Donc, la question du positionnement, maintenant que vous en comprenez le rationnel, vous comprenez aussi de quelle manière est-ce qu'elle se déploie dans le temps au fur et à mesure que les moyens grandissent. Attention, la diversification, la tentation, c'est de la commencer trop tôt. C'est-à-dire que ça commence à peine à bien fonctionner, on n'a pas encore vraiment structuré, c'est pas encore hyper solide, mais bon, ça commence à fonctionner, donc pouf, on diversifie. Erreur que j'ai faite, hein. Je connais cette erreur parce que je l'ai faite. Mais en réalité, si vous voulez diversifier sans mettre en risque la première activité, il faut quand même que ce soit bien solide ici, bien structuré, etc. etc. Qu'il y ait une vraie base qui tourne et sur laquelle vous pouvez capitaliser. Parce que sinon, c'est... Enfin voilà, dans la courbe de l'oubli, vous tombez vite dans la courbe de l'oubli et du coup, c'est un peu mettre à la poubelle tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant parce qu'après, il faut tout construire. On repart un peu, pas de complètement zéro, mais on repart un peu de pas de zéro, mais de 10 sur 100, quoi. Donc, et surtout s'il y a d'autres acteurs qui se sont installés depuis et qui, du coup, ont pris l'espace et ont occupé l'espace. Donc, c'est à prendre en compte. Attention à ne pas diversifier trop tôt, mais il y a un moment où on a les moyens de diversifier et franchement, il ne faut pas s'en priver parce que, un, on dérisque son activité entrepreneuriale et deux, du coup, c'est stimulant intellectuellement parlant de diversifier. Pour prendre l'exemple du financement de projet, s'intéresser à une nouvelle classe d'actifs parce que un nouveau mode d'énergie renouvelable sur lequel c'est aussi comprendre une nouvelle classe d'actifs, ses spécificités, comment est-ce que juridiquement parlant il va falloir le protéger, etc.
Grosse pensée alors que je vous parle pour Anne Lapierre, que j'avais interviewée alors qu'elle était associée chez Norton Rose. Maintenant, elle est chez Bracewell, un cabinet américain. Dont la spécialité, c'est le financement de projets dans les énergies renouvelables et justement qui parlait, alors j'ai plus en tête exactement, mais qui parlait du fait qu'elle s'était faite connaître sur une des classes d'actifs et que elle était en mode bon maintenant j'ai loupé le coche de telle autre classe d'actifs, mais par contre il y a cette énergie qui est en train d'émerger et là, j'ai envie de me positionner et j'ai envie qu'on soit une référence là-dessus. Je pense qu'elle avait émergé sur l'hydrogène, qu'elle était peut-être passée à côté du solaire et qu'elle ne voulait pas passer à côté de l'éolien ou l'inverse. Mais bref, super interview. Enfin, moi, j'ai adoré. J'en ai encore un super souvenir. Ça fait partie de mes interviews préférées et que je vous recommande à vous également. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'est un plaisir de partager sur ce sujet avec vous. Si vous avez trouvé ça intéressant, évidemment, juste un like, un commentaire, des étoiles, bref, tout ce qui fait que ça encourage euh, dans le temps que je prends pour faire ça. Et puis, mettez-moi en commentaire votre propre positionnement si vous en avez un. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!